Ok, cher architecte, bienvenue à notre 12e épisode de la longue série qui nous mènera à la certification. Pour ceux qui envisagent changer de carrière et qui n'ont pas de solide background en informatique, c'est à eux que je m'adresse. Alors pour l'épisode 12, nous allons aborder les trois principaux langages très utilisés dans le développement web, les langages HTML, CSS et JavaScript. Et comme j'ai dit, vous abordez déjà la casquette de développeur et on entre déjà dans le cœur du sujet. Mais je ne vais pas aller directement dans le code parce que lorsque vous allez évoluer, vous allez comprendre que l'important n'est pas le code, mais l'important est la méthode de résolution des problèmes. Le code et tout ce qui tourne autour, ce ne sont que des outils qui vous aident à résoudre un problème bien précis. Par exemple, pour le cadre du développement web, votre problème c'est très simple. Offrir à votre partenaire, votre client, à celui qui vous demande un site web bien précis. Et ce client, ce partenaire, lui, ne veut pas savoir comment vous faites pour arriver au site web. Tout ce qu'il veut, c'est un site web complet. C'est la même chose qui s'opère lorsque vous vous retrouvez devant un mécanicien. Vous ne voulez pas savoir ce qui se passe à l'intérieur du véhicule. Tout ce que vous voulez savoir, c'est que votre véhicule qui ne roule pas roule. C'est la même chose. Donc, dans le précédent épisode, nous avons balayé le fonctionnement d'Internet. Nous avons cherché à savoir comment est-ce que lorsque vous accédez à votre boîte Gmail, comment vous arrivez à consulter vos données alors que le serveur qui abrite vos données se trouve loin, peut-être même du côté des États-Unis. Mais vous ici, dans la zone géographique où vous vous situez, vous parvenez à accéder à vos mails. Et nous avons abordé notamment le concept, nous avons présenté, je vais dire, les câbles sous-marins qui transportent près de 99% de la connexion Internet. Nous avons dit que ces câbles sous-marins représentent l'infrastructure visible, physique, mais malheureusement invisible dans l'acception populaire, dans tout ce que nous connaissons d'Internet. Voilà, donc nous pensons qu'Internet tombe du ciel. Mais Internet a une dimension physique. Et ces dimensions physiques sont les câbles sous-marins qui appartentent la planète, comme vous pouvez le voir dans cette capture d'écran. Voilà. Donc, au-delà de cette vidéo que nous avons abordée, nous allons aller dans un rappel sur un point que nous avons déjà abordé dans les précédents épisodes, à savoir que se passe-t-il lorsque je tape dans mon navigateur www.amazon.fr. Bien évidemment, le site s'affiche dans mon navigateur, mais en arrière-plan, il y a tout un processus qui s'opère et c'est ce processus que nous allons passer très rapidement. Alors, le processus commence avec l'adresse du site web amazon.fr que vous tapez dans votre navigateur, par exemple Google Chrome, qui envoie une requête. Et la requête passe bien évidemment par votre connexion Internet. Sans connexion Internet, pas de requête. Et la requête doit arriver au serveur d'Amazon en passant au préalable par un serveur de nom de domaine, le DNS, Domain Name Server, et qui a une espèce de base de données, un annuaire où est listé tous les adresses des serveurs en rapport avec le nom de domaine que vous tapez dans votre navigateur. C'est vrai, techniquement, nous allons aborder cela bien plus tard. Et là, nous allons rentrer dans la profondeur technique d'Internet, puisqu'il y a un volet fonctionnement d'Internet à part. Mais pour un début, nous balayons les choses très simplement. Donc, lorsque la requête est envoyée, ça passe par les serveurs de nom de domaine. Ça récupère l'adresse réelle des serveurs. Et la requête est routée tranquillement vers les serveurs d'Amazon. Le serveur reçoit la requête. Il reçoit la requête et il dit ok, j'ai reçu ta requête, tu veux consulter la page d'accueil d'Amazon. Voilà donc la page d'accueil d'Amazon. Il renvoie des fichiers du site ou de la page que vous sollicitez au navigateur sous forme de petits paquets. Et les paquets arrivent normalement par votre connexion Internet et ce sont ces paquets que
votre navigateur reçoit, les décrypte et bien évidemment affiche votre site. C'est ce cycle-là qui est présenté dans le schéma suivant avec l'utilisateur qui tape l'adresse. L'adresse est envoyée au niveau des serveurs. Les serveurs reçoivent la requête et envoient des instructions au navigateur, ou du moins les fichiers par petits paquets pour afficher le site web. Donc voilà donc le process. Maintenant, au-delà du process, il y a un autre volet. Alors, je vais entrer en détail. Les petits paquets envoyés par le serveur, ces fichiers, ces petits paquets que le serveur envoie, c'est très simple. Vous pouvez le voir pour n'importe quel site internet en faisant un clic droit. J'ai fait une illustration ici que vous voyez, mais je vais montrer cela en grandeur nature. On va patienter pendant que cela charge. Il y a quelques, je ne sais pas s'il y a des soucis avec la connexion. Donc, lorsque le navigateur reçoit ces petits paquets, il les déchiffre. Et nous allons voir, je ne sais pas pourquoi la page ne s'affiche pas. Qu'est-ce qui se passe avec ma connexion? C'est ce que j'ai affirmé tout à l'heure en disant que tout passe par votre connexion internet. Vous voyez, le temps de chargement est très lent parce qu'il y a un souci. Peut-être au niveau de ma connexion net, peut-être au niveau du serveur qui ne reçoit pas la requête que je suis en train de mettre. Parce que ce que vous voyez actuellement, c'est ce que nous venons d'aborder. Lorsque je tape cette adresse que vous voyez ici, là, une requête est immédiatement émise vers le serveur qui héberge la page. Et le serveur doit recevoir ma requête. Et une fois ma requête reçue, elle doit afficher la page. Donc, je vais essayer de contrôler si c'est un problème avec ma connexion en ouvrant notre site. Oui, ça passe sans problème. Je vais essayer de voir avec ma page. Oui, ma page. Je vois que tout passe bien. Donc, il doit avoir un problème avec voilà, vous voyez bien, ma page passe. Donc il y a un problème forcément, pas avec ma connexion internet, mais avec le serveur qui héberge la page de Timevin, où se trouve le modèle que j'ai voulu illustrer. Pourtant, lorsque j'étais en train de noter, de faire les slides de ce cours, la page passait, mais bien évidemment maintenant la page ne passe plus. Donc malheureusement, ce sont les aléas. Alors, comme ça ne passe plus, on va illustrer ça avec une autre page. Je vais essayer, par exemple, la page du site de Booking. Voilà, on va essayer cette page. Non, je vais... Ok. Donc, je constate que celle-ci, elle n'est pas accessible. Celle que j'ai utilisée pour illustrer, bien évidemment, ce slide. Donc, je voulais utiliser cet exemple tout simplement parce que c'est la page qu'on s'est promis de reproduire dans le cadre de notre approche pédagogique orientée projet. Nous avons dit que notre cours de développement web ne va pas se dérouler de façon très théorique. Nous allons illustrer toutes choses avec, bien évidemment, un cas pratique, notamment ce site. Mais comme le site ne s'affiche pas, je vais illustrer cela. Prenons par exemple ce site de booking.com. Si vous voulez voir le code que le navigateur reçoit, vous pouvez aller sur n'importe quel site. Moi, j'ai choisi booking.com. Vous faites un clic droit. Vous allez bien voir ici, il y a une page. Ça, c'est pour le navigateur Chrome. J'ai illustré avec le navigateur Chrome, mais vous pouvez utiliser Firefox et je pense que ça va être pratiquement la même chose. Peut-être pas trop différent, mais au niveau de l'intitulé, mais je pense que vous devez voir quelque chose comme code source là-dessus. Donc, si je clique afficher le code source de la page, vous allez voir, je vais faire des renvois automatiques à la ligne. Bon, j'aime bien faire ça avec renvoi automatique. Je ne sais pas pourquoi ça bug. Vous allez essayer de voir, vous voyez bien, lorsque je présente cela, ça dérange. Ok, on va aller avec ceci. Lorsque vous voyez, il y a des écrits bizarres.
Vous voyez bien, il y a plein de messages cryptiques que, bien évidemment, vous ne comprenez rien du tout. Vous voyez bien. Ceci, c'est ce qui a été reçu par le navigateur. Et le navigateur a réussi la prouesse, ayant reçu ces messages cryptiques, de les décrypter pour afficher ce que vous voyez très beau à l'écran là. Donc, ce que vous voyez là à l'écran, ce sont ces messages cryptiques que vous voyez ici, que le navigateur a traduit, transposé pour les afficher ici. Ce langage-ci, le navigateur, il le comprend parfaitement. Et il utilise ce langage, ce code, et le transforme en ce que vous voyez actuellement à l'écran. Comme vous pouvez le voir. Ici, c'est toutes ces pages. Donc, ce langage cryptique que vous voyez, ce sont des développeurs comme vous et moi qui se sont assis, qui ont conçu et écrit cela. Bien évidemment, ce n'est pas un seul développeur. Parce que si on vous fait croire que c'est un seul développeur qui s'est permis de produire cela, non. C'est un travail d'équipe, un travail de longue haleine. Il y a un travail qui s'est écoulé sur une très longue durée. Donc c'est pour cela qu'il faut comprendre aussi que lorsque vous apprenez le développement, il ne faut pas parce que vous habitez sur un point calé. Parfois, le rendu que vous voyez à l'écran est un travail d'équipe. Et lorsque vous faites un travail personnel et que ce n'est pas proche du rendu que vous voyez, lorsque vous parcourez les différents sites internet, vous pouvez vous dire que vous n'avez pas la compétence, vous n'avez pas l'expérience, vous n'avez pas l'expertise pour pouvoir postuler à certaines offres d'emploi. Non, parfois les choses sont beaucoup plus éloignées de ce que vous imaginez. Donc, comme j'ai dit, l'important est de commencer et de travailler sans cesse. Voilà, donc c'est cela. Alors, pour revenir à notre cours, je l'ai dit tantôt, ce langage, donc, pour le cas d'espèce, pour notre site, j'avais fait un capture d'écran, bien évidemment, des messages, ce que j'appelle les messages cryptiques. Donc, on se retrouve avec une page et des messages cryptiques, comme ces messages que vous avez vus. Et bien évidemment, lorsqu'on se retrouve avec ces messages cryptiques ont été envoyés par le serveur. Donc, ces messages-ci ont été envoyés par le serveur. C'est le serveur qui les a envoyés au navigateur. Il a dit, OK, tu me demandes des instructions pour afficher la page d'accueil de booking.com. Comme tu me les demandes, le serveur qui abrite le site de booking.com dit, OK, voilà donc les instructions qu'il te faut pour afficher la page d'accueil de booking.com. Et lorsqu'il envoie ces instructions, le navigateur le reçoit, le décrypte et affiche votre site. Donc, ce message cryptique, c'est du code que seul votre navigateur peut déchiffrer. Mais ce code est écrit par des développeurs. Et c'est ce que nous allons faire à l'aide des trois langages qui forment la base du développement web. Le HTML, le CSS et JavaScript. À la base, c'est ça la base. Même si vous voyez beaucoup de dérivés actuellement sur Internet pour ceux qui sont très avancés, mais la base, c'est cela. Tout ce qui vient ensuite, ce ne sont que des abstractions qui ont été créées par d'autres développeurs en s'appuyant sur ces trois langages, des abstractions qui ont été créées pour permettre, pour faciliter le travail, pour résoudre un problème qu'ils ont rencontré sur le terrain. Voilà. Donc les abstractions ne naissent pas comme cela. Donc, voilà donc comment les choses se présentent. Donc, c'est à l'aide de ces trois langages que les développeurs d'Amazon ont écrit des instructions. Ça, c'est pour le cas d'Amazon. Ça s'appelle les développeurs de Booking. Ont écrit des instructions que le serveur envoie au navigateur qui les lit et affiche le site comme les instructions le demandent. Comme les instructions le demandent. Je vais faire une autre expérience pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Ce n'était pas prévu. Prenons... je vais faire une autre expérience. Plus d'outils. Outils développement. Ça, c'est l'expérience pour les gens qui sont avancés. Bon.
qu'est-ce que je peux toucher ici? Au niveau de la couleur, supposons, attendez, je vais vous montrer quelque chose. Voilà, j'ai changé la couleur d'arrière-plan de l'instruction que j'ai reçue ici. Comme vous pouvez le voir, je vais fermer pour que vous voyez bien. Je suis juste allé modifier les instructions que le serveur de Google a envoyé. Vous voyez bien, je suis arrivé ici, j'ai pris plus outils de développement ici. Et j'ai changé là où il y a un code qui dit que background, c'est la couleur d'arrière-plan. La couleur était blanche, je l'ai mis en noir ici avec le code. Et c'est parti en noir comme vous pouvez le voir. Donc, c'est pour vous montrer que c'est un code qui est envoyé au navigateur. Et si j'actualise la page, vous allez voir que cela va revenir à la couleur d'origine. Pourquoi? Parce que en actualisant la page, c'est une autre requête que j'ai émise. Et le serveur a encore envoyé la version actualisée. La version actualisée, c'est celle-ci, pas celle que j'ai modifiée. Voilà, donc c'est important d'aborder ce point-là. Nous allons continuer. Donc, le HTML, le CSS et JavaScript sont les langages qui animent le web. Ils sont très fortement liés, et ils ont été conçus pour des tâches bien spécifiques. Donc, comprendre comment ils interagissent est le chemin pour devenir un bon développeur web. Ce qu'il faut savoir, c'est que le HTML est fait pour donner du sens au contenu brut en le balisant. Le CSS est fait pour le formatage, la mise en page, et JavaScript est fait pour gérer l'interactivité. Donc, par exemple, lorsque vous êtes sur Microsoft Word, lorsque vous saisissez votre texte, vous saisissez le texte, vous saisissez le texte, vous saisissez le texte. Vous faites une structure avec des paragraphes, des titres, et bien évidemment des comment je peux appeler ça, bon, des paragraphes, des titres, mais lorsqu'il faut animer, mettre en page, c'est-à-dire souligner, mettre en gras, mettre ici en italique, mettre la couleur là-bas, voilà, donc vous faites la mise en forme. Ça c'est du CSS. Le texte et la structure c'est du HTML. Le CSS, vous mettez en gras, vous soulignez, tout cela c'est du CSS. JavaScript c'est beaucoup plus l'interactivité. Bon, je ne sais pas comment transposer le concept d'interactivité dans le cadre de Word. Par exemple, si vous faites une table de matière pour votre, comme lorsqu'on fait le rapport, lorsqu'on fait une table de matière, vous pouvez cliquer sur la table de matière et ça vous renvoie directement à la page précise. Donc cette interactivité là, c'est cela JavaScript. Voilà. Donc, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que comme votre navigateur ne comprend que les instructions en HTML, CSS et JavaScript, vous aurez besoin de maîtriser ces trois langages pour pouvoir transmettre les instructions pour qu'ils affichent votre site web. Donc, quel que soit le navigateur que vous utilisez, que ce soit Chrome, Firefox, Opera, Edge, Vivaldi ou Brave, l'affichage sera pareil. Pourquoi? Tout simplement parce que ces langages ont été standardisés. Et pour faire simple, ce que vous devez savoir lorsqu'on parle de standard, ça veut dire que ce sont des normes qui sont respectées par tous les fabricants de navigateurs. Quand il dit fabricants, entre guillemets, c'est-à-dire les éditeurs des logiciels qu'on appelle navigateurs. Et les développeurs doivent aussi respecter cela. Donc, à titre d'exemple, le HTML a un standard bien précis. Ici, vous cliquez sur le site. Comme je l'ai dit, chaque fois, je publie les notes écrites de toutes les vidéos que je publie sur YouTube. Et dans cette note écrite, vous pouvez retrouver les liens vers les différents liens que je mentionne dans les vidéos. Donc, vous avez bien le HTML qui est un standard bien précis qui définit comment, lorsque vous écrivez du code HTML, ce que vous devez mentionner, ce que vous devez utiliser en fonction de ce que vous visez.
Donc c'était un très long document, extrêmement long, extrêmement long. Peu de développeurs partent lire les standards. Peu de développeurs, très peu de développeurs, parce que en réalité le standard c'est comme un manuel, c'est une documentation, c'est volumineux. Et bien évidemment parfois lorsqu'on veut faire son site internet, on a besoin que de 10%. Il y a un peu une règle de 80-20 dans cela, c'est-à-dire 20% de ce qui est contenu dans la documentation peut vous être utile pour faire un site, et 80% c'est pour des cas particuliers. Donc peu de développeurs s'aventurent. Il y a même beaucoup de développeurs très professionnels qui n'ont jamais de leur vie lu au moins même 10% de la documentation de ce standard. Ils se contentent toujours. Lorsqu'ils ont un problème, ils font une recherche à Google. Et bien évidemment, parfois, pour la majorité des cas, un autre développeur a été confronté à ce problème. Et bien évidemment, le développeur a mis la solution sur Internet. Il y a des sites d'entraide comme Stack Overflow où les développeurs se retrouvent lorsqu'ils sont coincés. Ils disent, OK, est-ce que tu as eu ce problème? Oui, j'ai eu ce problème. Comment tu as pu le résoudre? Voilà comment j'ai pu le résoudre. C'est comme ça, le partage de connaissances. Donc, le HTML a un standard, le CSS aussi. Un standard, comme je vous ai dit, c'est la même chose. Très peu de personnes disent. Pourtant, le standard, il est là. Parfois traduit en plusieurs langues. Et c'est vrai aussi que parfois, la façon d'écrire ces standards-là, ce n'est pas évident. Hein. Si vous êtes débutant et que vous aventurez à lire cela, vous n'allez pas vous en sortir. C'est très difficile. Donc, ces standards existent. Donc, le HTML a un standard, le CSS a un standard. JavaScript aussi a un standard qui est mis à jour et porté par une organisation. Donc, nous avons là le standard de JavaScript. Ça, c'est la version de 2023 parce que contrairement aux autres, dont la mise à jour est, voilà, n'a pas un canevas bien précis. Pour JavaScript, chaque année, il y a un travail qui est proposé. Donc, JavaScript aussi est un standard. Voilà. Ne soyez pas surpris si cela est appelé ECMAScript. L'organisme qui gère cette standardisation s'appelle ECMA. Et il préfère appeler ça ECMAScript parce qu'à l'origine, Java est le terme JavaScript est un terme, comment on dit ça, où une propriété intellectuelle est adossée là-dessus. Donc, pour l'instant, cette propriété intellectuelle appartient, je pense, à Oracle, qui ne l'a pas lâché. Et bien évidemment, la communauté a préféré pour la standardisation et pour éviter les débats juridiques, utiliser plutôt l'appellation ECMAScript. Donc, il y a un standard qui existe. Mais si je vous parle de cela, ce n'est pas pour que vous alliez lire le standard, non. Non, pour un début, même si vous lisez vous mettez à la lecture du standard, ça va être très difficile pour vous de saisir cela. Mais il est important pour vous que vous sachiez que cela existe. Il y a des standards qui existent. Lorsque les navigateurs sont conçus, pour respecter ces standards, de telle sorte que vous pouvez aller prendre un élément du standard et vous l'appliquer, le navigateur le reconnaîtra. Donc, il y a même un suivi qui se fait en fonction de l'évolution, l'intégration des standards par les navigateurs, parce que il y a un gros travail qui est fait par les concepteurs des navigateurs pour intégrer tous les mises à jour. Comme je vous l'ai dit, par exemple, JavaScript, tous les années, ils font des mises à jour. Et lorsqu'ils font des mises à jour, ils ajoutent des codes de fonctions. Il faudrait que les navigateurs puissent reconnaître ces codes et ces fonctions. Et les éditeurs de navigateurs travaillent à ce que tout cela soit reconnu. Par exemple, vous avez un site comme Canyon Use qui fait ce gros travail de suivi, de compatibilité de nouvelles fonctions avec les navigateurs. Je peux illustrer cela comment? Qu'est-ce que je peux prendre comme bon, je peux prendre quoi? Je vais prendre par exemple ici cet tapis là. On va essayer de voir.
vous voyez bien cette API-là. C'est-à-dire, c'est une fonction qui a été définie, par exemple, par les standards. Et vous voyez que pour chaque navigateur, il est bien précisé quel est le degré de support. Vous voyez bien que pour Chrome, il y a les différentes versions. En rouge, ça veut dire que Chrome, cette version-là ne supporte pas. Cette version, je veux dire, ne supporte pas l'évolution de ce standard qui a intégré cette API. Donc, vous voyez bien les différentes versions qui supportent. Vous avez les différents navigateurs Chrome. À partir de la version 59, supporte Edge. À partir de la version 79. Safari, carrément, lui, il ne supporte pas cela. Firefox, pas du tout. Mais on a mis des petits icônes. Peut-être cela veut dire que c'est en préparation. Vous voyez bien, Firefox ne supporte que la méthode. Donc, il ne supporte qu'une partie de ce qui a été intégré. Et on vous précise bien, l'API permet d'avoir accès à la caméra pour prendre les photos, tout en configurant les paramètres spécifiques liés à la photo, tels que le zoom, l'autofocus. Voilà, donc vous avez les différents navigateurs qui supportent cette API. Vous voyez bien, Samsung Internet, Opera, rien, Opera ne supporte pas. Opera mobile, sauf la version 73. Donc, ces informations sont très importantes parce que lorsque vous développez votre site Internet, votre site web, il faut tenir compte du fait que votre site web, qui est le produit final, va être consommé par beaucoup d'utilisateurs qui n'ont pas dans leur appareil, dans leur téléphone, le même navigateur. Donc, il peut arriver que lorsque vous produisez votre site Internet, un utilisateur qui est situé, par exemple, dans un pays comme la Centrafrique, n'a pas une version très avancée ou très récente du navigateur. Donc, il faut faire des tests pour voir si votre site web s'affiche pareillement sur l'ensemble des navigateurs. Et s'il y a une fonction ou une mise à jour ou une évolution des différents standards que nous avons présentés là, qui n'est pas prise en charge par un navigateur, alors il y aura des soucis d'affichage parce que le navigateur ne saura pas interpréter, ne saura pas lire les instructions qu'il recevra parce que il n'a pas été configuré, programmé pour ces instructions-là. Donc c'est pour cela que c'est important de suivre ces points-là. Donc je vais terminer cela pour dire que voilà la présentation des trois principaux langages de programmation du web. Donc pour conclure, je dois dire que de la même manière que lors de votre cycle primaire, on vous apprenait les lettres, les syllabes, les phrases à épeler, voilà. C'est le même processus que vous allez subir dans votre formation en développement web avec son lot de difficultés, d'efforts, d'incompréhension et d'autres. Et je dois dire que c'est un processus normal. C'est un nouveau langage, ce sont des nouveaux langages. C'est un nouveau monde que vous découvrez. Donc, ne pas comprendre les choses au premier cours ne veut pas dire que vous n'êtes pas intelligent ou que la programmation n'est pas faite pour vous. Donc, l'important, c'est d'être dans le processus d'apprentissage, car c'est tout à fait normal. Alors, que retenir? Ce que vous devez retenir de cette vidéo est très simple. Le navigateur ou client émet une requête et le serveur envoie des instructions d'affichage du site web au navigateur. Ces instructions sont écrites dans un langage que seul le navigateur et le serveur comprennent. Et il faut savoir que ces instructions sont écrites par des développeurs à l'aide de trois langages principaux, que ce soit le HTML, le CSS et le JavaScript. Je sais que des développeurs très avancés auront des soucis avec ce point-là. Mais comme j'ai dit depuis le départ, lorsque on est en formation, on doit souvent procéder par approximation pour amener les uns et les autres à comprendre. D'abord pour un départ, quitte à mettre à jour après ce qui a été transmis. Parce que même si vous utilisez des abstractions, par exemple, vous allez entendre, on va parler de React, la librairie React pour faire justement. Mais la librairie React, en réalité, c'est
une abstraction au-dessus de JavaScript pour résoudre un problème bien précis. Donc cela n'est pas au hasard. Donc si vous voyez des gens qui vous disent que le HTML, le CSS, le JavaScript est dépassé, il faut savoir que voilà, c'est des vendeurs d'illusions. Donc il faut savoir enfin que ces trois langages sont standardisés. C'est une norme qui est respectée par tous les éditeurs de navigateurs, quel que soit le navigateur que vous utilisez. Mais vous devez savoir que la mise à jour des standards n'évolue pas au même rythme que la mise à jour des éditeurs. Donc il y a souvent quelques différences et il est important chaque fois d'aller contrôler si un navigateur a mis à jour une fonction par rapport au standard qui a été produit. Voilà. Donc, nous terminons aujourd'hui pour cette présentation du HTML, CSS, JavaScript et de leur place dans l'environnement web. Et dès demain, nous allons revenir au sujet de base. C'est quoi un site web? Car après tout, le but final de tout ce que vous faites, c'est proposer un site web aux utilisateurs. Donc, demain, nous allons revenir à la base. C'est quoi un site web? Merci et on se retrouve demain.